want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e épisode de Fly Podcast Fly. Vous nous avez manqué, on revient durant cette intersaison pleine d'actualités. Non, je rigole, il ne se passe absolument rien. Donc on va essayer de vous faire vivre tout de même un peu l'actualité de nos Eagles et de vous faire part dans ce 8e épisode de nos paris, nos coups de cœur pour la saison à venir. Pour m'accompagner comme toujours Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut à tous, salut Loïc. Et Loïc, salut à toi. Bonjour à vous deux et bonjour à toutes et à tous. Donc je disais, nos coups de cœur, nos paris, éventuellement aussi on va parler de nos craintes pour la saison à venir. On a essayé d'être un petit peu, on va dire, ambitieux. On va pas vous dire forcément que des évidences, on va essayer de trouver des joueurs auxquels vous pensez pas forcément, qui pourraient faire la différence, un secteur qui pourrait faire la différence. Et on va commencer dès maintenant, peut-être par une petite introduction, pour rappeler un peu le contexte. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet, rappeler un peu le contexte autour de la Ligue aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la pré-saison est d'ores et déjà diminuée de moitié. Le syndicat des joueurs a même demandé à ce qu'elle soit totalement supprimée. Les rosters vont pas commencer à 90, mais à 75 ou 80 joueurs. Peut-être un petit mot, chacun d'entre vous, très, très court, mais sur l'environnement autour de cette saison. Comment vous imaginez les choses ? Est-ce qu'on aura pré-saison ou pas ? Est-ce qu'on commence la saison à temps ou pas ? Voire même, Alors, est-ce qu'il y a saison ou pas ? c'est compliqué parce que on va pas se poser en donneur de leçons, hein, puis c'est difficile de pas parler politique parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais on voit bien comment ça s'est passé chez nous, comment ça s'est passé en Espagne, en Italie, comment c'est monté, on s'est confiné, on a réussi à faire tomber le R0, ça c'est pour le côté médecin, mais les Américains, comme c'est une fédération, des fédérations, plusieurs États, vous avez bien vu la guerre entre les démocrates et les républicains, on est quand même obligé d'évoquer ces deux termes, hein, c'est pas du tout pour faire de la politique, et ils se sont soit confinés et pris comme nous, comme dans l'État de New York par exemple, soit pas du tout confinés ou très peu, et au bout de 15 jours, ils ont tout réouvert. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça n'aura pas changé au moment où tu mettras en ligne ce podcast ce soir ou demain, évidemment, les chiffres sont absolument catastrophiques dans beaucoup d'États. La flambée des cas est très importante. Alors, on va nous dire oui, mais ça touche beaucoup plus de jeunes parce qu'évidemment, ils ont réouvert les commerces. Ça n'empêche que ça reste quand même le coronavirus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui vont dans la saturation des hôpitaux. Donc, c'est très inquiétant parce qu'ils ne sont pas du tout atteints comme nous, cette montée, le plateau, puis la descente. Ils sont encore en plein dedans. Et on sait que ça peut prendre 2 mois, voire plus, si jamais ils font, entre guillemets, n'importe quoi. Moi, j'étais le plus optimiste des trois, et vous étiez le premier à me rappeler, attends, on n'est pas sûr pour la saison. J'ai un gros doute par rapport à la façon dont c'est en train de se passer maintenant. L'espoir que j'ai, et je finis là-dessus parce qu'on va pas faire 3 heures, c'est de me dire qu'une saison peut malgré tout se décaler, et que les Américains sont capables de s'adapter. Voilà. Mais évidemment, ce qui se passe en ce moment là-bas est dramatique. Ouais, je vais pas revenir sur ce que Grégory vient de dire, mais moi je pense qu'il y aura pas de match en pré-saison, puisque les joueurs ont l'air, enfin le syndicat des joueurs a l'air d'être déterminé à pas jouer. Donc d'un point de vue sanitaire, c'est sûr qu'il y aura des risques, hein. On parle quand même c'est pas comme là le basket, normalement on va reprendre bientôt. C'est des rosters de 15 joueurs avec un certain nombre de coachs. Là on parle de rosters de 75-80 joueurs avec un nombre de coachs. Une douzaine, une quinzaine. Donc, il suffit qu'il y ait un cas dans l'équipe. Et est-ce que toute l'équipe va être placée en quarantaine ? Du coup, on peut se demander si ça commence. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une équipe en quarantaine ? Est-ce qu'elle va perdre des matchs sur tapis vert ? Et puis je précise, Donc, Loïc, qu'on ne peut pas jouer comme en basket ou prendre des hôtels, mettre les joueurs, parce que comme tu l'as dit, ça veut dire qu'il faudra des dizaines et des dizaines d'hôtels vu le nombre de gens. Et en oui, plus, non, mais il faut plusieurs terrains. Un parquet de basket, tu peux le mettre dans des halls d'hôtels comme ils envisagent de le faire pour la NBA, alors qu'un match de NFL, il te faut des terrains complets, hein, et puis il faut de l'espace. Et je veux dire, la situation est complètement différente, hein. ouais, là on enregistre, on est dimanche.
Hier soir, on a eu le détail de la proposition du syndicat des joueurs pour la reprise de l'entraînement, où il voudrait qu'il y ait que 21 joueurs présents en même temps au début, pendant 10 ou 14 jours. Donc ça a demandé une sacrée organisation. Après, on peut se demander pour les joueurs, est-ce que commencer la saison sans avoir fait de match d'entraînement, c'est une bonne chose ou pas? Quand on voit par exemple en Bundesliga le nombre de blessures qu'il y a eu à la reprise, en particulier quand on connaît un peu ce qui s'est passé aux Eagles ces dernières années niveau blessures. Après, on peut prendre le côté positif, c'est-à-dire que tu parles du foot européen et je me permets d'en parler puisque c'est mon autre travail pour la chaîne L'équipe. On s'attendait quand même à davantage de cas, que ce soit dans les championnats espagnols, italiens ou allemands, ce qui avait fait arrêter en France d'ailleurs cette crainte. Bon, on va pas refaire le débat ici, mais en tous les cas, je veux dire, ils ont réussi à éviter ce que des équipes entières soient contaminées, même quand il y avait certains cas. Tu l'as dit, ils sont pas 75, mais quand même. Et puis une fois de plus, c'était une courbe qui s'écrase en Europe, alors qu'eux, ils sont encore tout en haut. Donc ça rajoute à l'inquiétude. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on parle de la bubble de la NBA. Bon, déjà, la bubble de la NBA, ils l'ont mis à Orlando, en Floride. Vu que la Oui. Floride, c'est quand même l'État qui est le plus touché actuellement. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je souhaite de malheur à personne. Je touche du bois. Mais si Popovic, qui a 74 ans ou quoi, se retrouve malade ou quoi, ça peut vite partir en vrille, cette histoire. Enfin, le fait est qu'en effet, on a une chance, peut-être, qui est celle qui nous fait rager le reste du temps, mais qui finalement là une opportunité, c'est que notre saison elle dure 4 mois et demi. Donc si elle doit être novembre-mars, ça sera pas aussi dérangeant qu'une saison NBA ou NHL qui dure, je sais pas, 8 mois, quelque chose comme ça. Milan. Ou même le baseball où ils ont 150 000 matchs là. Et ils ont Ouais, alors l'avantage du Et baseball, ils c'est sont qu'ils ont, habitués, hein, il y a eu ils ont des les double lockouts, hein. leaders qui peuvent leur permettre de faire 2 Ouais. par 2. Donc ça, c'est l'opportunité Bah, qu'ils c'est ont, vrai c'est que le ça. football américain a aussi la particularité, c'est que tu joues une fois par semaine. Non, Ouais. c'est On ça. peut pas. Tu joues Quand une fois vois, par on voit semaine, bien mais- chaque fois qu'une équipe joue le jeudi alors qu'elle a joué le dimanche, les matchs sont d'un niveau assez catastrophique. Donc, Tu joues une fois Et- par et- semaine, et mais tu précisons, joues euh, 16 matchs. Là où la Ah, NBA ouais, tu joue joues 16 tous les jours, matchs, mais ouais. tous les jours 5 matchs. Donc, Victor et Loïc, ils ont déjà joué en NBA avec des lockouts, des saisons Oui, réduites, divisées bien en sûr. deux, c'est déjà arrivé. bien Et sûr. personne n'a dit que le champion n'était pas crédible. Bah, c'est hein. arrivé en NFL aussi, dans les années 80, Voilà. où il y a 9 matchs, je crois. Donc, Voilà, donc je sais habitués, plus, je crois que c'est 87, mais il y a 9 matchs, voilà, ça reste un champion quand même. Bon, voilà, après, nous on verra comment ça se passe, et puis c'est vrai que on espère démarrer à l'heure. Bon, voilà, cette parenthèse importante, je pense, est refermée, parce qu'il fallait quand même qu'on en discute. On va commencer avec nos coups de cœur. Alors, je voudrais lancer Grégory avec une belle transition. Vas-y. Mais le fait est que, je suis transparent avec vous, hein, Grégory n'a pas rentré ses coups de cœur Comme d'habitude. dans notre document. Donc, on va faire un petit jingle et tout de suite derrière, Grégory vous donne son premier coup de cœur. Ah, ne pas donner de consignes à ses camarades de jeu, ça les énerve. Si vous saviez, non, ça les énerve pas, c'est un truc qui est entre nous, on s'en amuse. Vous n'êtes pas vexé, Loïc, vous n'êtes pas vexé, Victor. Mais non, on te Non, laisse libre Hein. cours à ton imagination. Mais On non, a mais bien c'est- compris que tu voulais avoir nos réactions en direct. Et... Non, mais parce que je vous connais, et puis parce que je suis, comment on peut dire, je suis l'enthousiaste de service, on est d'accord, ça ne pouvait pas me l'enlever. A priori, je suis celui qui voit que tout va se passer merveilleusement bien et qu'on va être champion. Ah On est oui, d'accord oui, toi, t'es le béni oui-oui d'équipe, ouais, ça, on est d'accord. Voilà, le béni oui-oui, on aime quand t'es agressif. Comme ça, c'est là, il est dur sur l'homme. Je vais commencer avec la meilleure des nouvelles. Mesdames, messieurs, nous aurons quelqu'un qui sera dans la course de MVP à la fin de l'année. Il sera top 2, top 3 ou top 1 si la saison se passe bien, s'il joue. Il serait C'est pas de qui je vais quarterback par hasard? Ouais, c'est bébé Carson. C'est bébé Carson, c'est Carson Wentz. Vous connaissez mon amour pour Carson Wentz, mais cela dit, là on plaisante, on chante gentiment. Je sais aussi que Loïc et Victor, vous adorez notre quarterback et qu'on a beaucoup de chance d'avoir un gamin de ce talent-là. Oui, évidemment qu'on est tous anéantis chaque saison quand on voit ce qui se passe en playoff avec lui. Et lui, c'est le premier à être anéanti par ça, mais il faut se souvenir de ce qu'il a fait en fin de saison. Bien sûr qu'il y a eu ce creux, qu'on a cru qu'on n'allait pas aller au playoff, qu'il avançait pas. Mais ce qu'il a réussi à faire, autant de touchdowns et autant de yards alors qu'il n'avait pas un receveur
à plus de 500 yards, hein, c'est ça la stat, hein, ou plus de milliards, Ouais, plus de 500 yards. Ouais. Plus de 500 Plus de yards. 500 yards, ouais. On l'a évoqué, on en a parlé, mais je trouve vraiment que c'est une stat monstrueuse. Voilà, mais j'insiste vraiment, monstrueuse, parce qu'en plus, Carson Wentz, c'est pas quelqu'un qui court de manière complètement dingue. C'est un très bon coureur, hein, il est capable d'échapper. Il Mais est je veux dire, mobile, mais c'est. il est c'est pas mobile, un mais on coureur. est d'accord qu'on n'est pas sur Michael Vick, quoi. Hein, Non, clairement soyons pas. clairs si on fait une référence aux autres Eagles. Et donc, je me dis qu'avec de nouvelles armes en poste de receveur, espérons, croisons les doigts, pas de blessure. Et comme on l'a évoqué, c'était bien de faire ce préambule, une pré-saison raccourcie où il connaît déjà une grande partie de ses cibles, même s'il y en a des nouvelles. Je parle notamment de Dallas Goedert, je parle de Zach Ertz, je parle de DeSean Jackson. Je me dis que cette année-là, c'est peut-être l'année où il a été pas loin il y a 2 ans, hein, d'être MVP. C'est l'année où il est capable de l'être. Voilà. Je ne vais pas faire 3 heures dessus parce qu'on a dit qu'on allait essayer d'être succinct et pas d'abreuver de stats. Mais moi, mon pari, c'est Carson Wentz au bord d'être MVP. Et c'est pas d'être fan, c'est sincère. Voilà. Eh ben, on l'espère, on l'espère. Il l'aurait sûrement été en 2017 sans blessure. On refait pas l'histoire, mais enfin, il était l'incontestable favori. Bon, le fait est que sa blessure contre les Rams lui a sûrement coûté ce titre. Et Non, mais je vous ai choqué là avec ce que j'ai dit, les stats, ramenez ça, les non, cibles après saison. non, Je je pense m'enflamme. que Dites-moi, hein. à partir du moment où tu as une ligne et des cibles sûres, notamment les tie-ends, tu peux déjà faire beaucoup. Après, en effet, voilà, on l'a évoqué dans plusieurs podcasts, c'est un peu un fil rouge. Tout dépendra d'explosion des receveurs. C'est ça. C'est toujours notre gros what if de la saison, mais bon, ça rajoutera un peu de piment aussi. De toute façon, le plus important au niveau receveur, c'est que DeSean Jackson puisse au moins participer pleinement sur les premiers matchs. Parce que comme justement les autres receveurs sont tous plus ou moins nouveaux ou à développer, c'est lui qui va être vraiment la clé de l'attaque au début pour créer de l'espace pour les tight ends, pour les running backs. Alors, justement, je voulais te lancer, Loïc, sur ton premier coup de cœur, mais du coup, c'est une excellente transition. Alors, je vais prendre la balle au rebond. Moi, mon premier coup de cœur, c'est en effet DeSean Jackson. DeSean Jackson, l'année dernière, bon, il a joué 2 bouts de match, on les compte pas, hein, il y avait 5 snaps par match. Il a joué un match. Il fait 150 yards et 2 touchdowns contre les Redskins. Quand on revient de 17-0 et qu'on gagne le match, c'est notamment grâce à lui. Avec bébé Carson qui fait des bombes magnifiques. Hein. Mais bien sûr. Mais certes, il a 34 ans. Certes, il sort d'une grosse saison de blessure. Certes, sa dernière grosse saison, c'est 2016. Mais moi, je vous le dis, en 2020, DeSean Jackson, là, il a eu 1 an et demi pour se préparer physiquement. Il y a tellement de menaces autour, de menaces profondes, que ce soit éventuellement Hightower s'il se développe, Rigor, etc. À un moment, ils vont pas pouvoir se focus sur lui. Et justement, pour la première fois depuis des années, les défenses vont pas forcément être focus sur ce joueur de 34 ans qui revient de blessure. Et moi, je pense qu'il va en profiter. Je vous le dis, je vous annonce une saison à plus de milliards, ce qu'il n'a pas fait depuis 2016. Et je vous annonce une saison à plus de 5 touchdowns, ce qu'il n'a pas fait depuis 2014. Je vous le dis, il va nous étirer ses défenses. Il a eu 1 an et demi pour se préparer. Il a une super mentalité, ce mec. Hein. Ça, jamais personne ne l'a critiqué là-dessus. Il va revenir. Il a l'expérience. Il jouera peut-être différemment, peut-être moins explosif, plus dans des petits mouvements qui permettent de faire la différence. On n'aura peut-être pas des 70 yards touchdown à tous les matchs, ça c'est sûr. Mais il va faire le boulot. Il va faire le boulot et il va être un excellent mentor pour tous ces jeunes receveurs. Donc voilà, moi mon premier coup de cœur c'était DeSean Jackson. Et je pense qu'il va faire une excellente saison. Qu'est-ce que c'est beau à écouter ça. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir dans ce podcast, hein. Franchement. C'est érectile, hein, ces paroles. Hein. Ah, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal, faut l'avouer. Donc pour toi, il va jouer plus de 10 matchs. Alors, Il va jouer Arrête, toi, de commencer à faire ça. Ah, il m'énerve. Non, quand mais il fait est ça, tout le là. temps comme ça. Il m'énerve. est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais. Non, On est dans mais- les coups de cœur, on est dans un truc de fan. Oh oui, mais il va se casser le petit pouce. Loïc. Non, mais en complément de ce que dit Victor, je pense que peut-être faudrait lui réduire le nombre de snaps aussi. Hein. Oui, ça, c'est possible. Et pas le mettre sur le terrain tout le temps, le manager, même aux entraînements la semaine. Oui, Faire attention ça, c'est avec possible lui, qu'il y ait une sorte de load management. Oui, ça, c'est tout à fait envisageable.
Bon. Ouais, parce qu'on l'a vu l'année dernière, hein, dès qu'il s'est blessé, en fait, en 2019, on a eu les mêmes receveurs que 2018 quand même, hein. C'est Un manque de ça. vitesse criant, donc même si là, a priori, il y a d'autres solutions, mais comme c'est des nouvelles solutions et que la pré-saison va peut-être très très vite, ouais, lui va être très important au début, hein, voire sur toute la saison. Il va être très important. Donc là, on a parlé attaque, offensif, parce que Grégory et moi, on aime le flamboyant. Loïc, lui, il est plus sur la réserve, vous le connaissez, hein, il est sur la défense, lui. Et lui, pas de la défense aérienne, hein, de la défense de gros Non. bonhomme. Il veut du sale, il veut de la NFL, Ouais, il veut de la vous boule, parler il veut du match de nuit. exactement. il va vous parler de la ligne défensive intérieure et de pourquoi elle va faire plus de 20 sacs sur la saison. Alors déjà, je voudrais dire que comme Grégory a parlé de Wentz, j'ai dû m'adapter vite fait. Mais je t'avais sans faire un prévenu, je t'avais point. plus ou moins prévenu hier, j'ai été gentil. Hein. Ouais, prévenu hier, tu Il nous parles. teste. J'avais dit, je vais vous parler de MVP, il n'y en a pas 3000 qui peuvent l'être. Ah, mais on Arrêtez. pensait que tu allais nous parler de Jalen Hurts, du coup. Exactement, ouais, Jalen Moi, j'ai Hurts, compris que c'était Carson Wentz dont tu parlais. futur Hall of Famer, Ah, il me fatigue. triple MVP, etc. Allez, la défense intérieure, Euh, du coup. La défense intérieure, alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est peut-être le poste où il y a le plus de talent et de densité, et surtout un très gros investissement, hein. On en avait parlé dans un des podcasts précédents avec Fletcher Cox, Malik Jackson et Javan Hargraves. Bon, il y a 3 des 10 ou 11 pass rushers intérieurs les mieux payés de la ligue. Donc ils doivent produire. Il y en a besoin. Je pense qu'ils ont le talent. On va espérer que le coaching soit meilleur que l'année dernière parce que de ce que j'ai entendu dans un podcast de Insider américain, c'est que le coaching n'était pas forcément le meilleur pour exploiter les match-ups favorables. On l'a vu avec la blessure de Malik Jackson, Fletcher Cox s'est retrouvé avec des jeunes joueurs à côté de lui, donc forcément il avait souvent 2 ou 3 joueurs sur lui, donc comme en plus il revenait de blessure, il n'a pas été tout de suite le plus performant possible. Donc là, avec les 2 très bons joueurs qu'il y aura à côté de lui, plus Hassan Ridgeway qui a été signé, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des dégâts au centre de la ligne et permettre à cette défense d'être performante. Ouais, bah, je C'est pense bien, en hein, effet comme, que c'est notre point fort. Hein. C'est notre point ouais, fort. Et c'est- moi, je vais reparler de May Jackson un peu différemment tout à l'heure, petit teaser, mais Oh. en effet, c'est vrai que voilà, c'est le gros point fort. Finalement, nous, on est aussi une équipe qui a toujours fonctionné comme ça. On aime bien les lignes, principalement la ligne défensive. Et on peut imaginer, c'est vrai qu'il y a 3 joueurs pour 2 postes, mais sur des schémas de blitz différents ou des schémas de run différents, et j'en parlerai, on peut imaginer que les 3 soient sur le terrain en même temps. Donc c'est clairement le gros point fort, et on a la meilleure triplette de defensive tackle de toute la NFL. Grégory, Ouais. ton deuxième pari, est-ce que tu vas nous parler de défense ou est-ce que tu restes du côté Non, offensif? mais c'est bien, Loïc m'a fait quasiment une passe décisive, je vais parler de coaching. Parce que c'est un peu ambivalent, moi, les sentiments qu'on a. Je veux dire, je pense que si je faisais un sondage auprès de tous les fans des Eagles, Doug Peterson, il a une très belle cote. Les gens l'aiment beaucoup, mais on connaît quelques failles. Bah, voilà, chez lui, ça c'est sûr. Pareil pour le coaching staff, ça a bougé quand même aussi cette intersaison. Il y avait alors là, je parlais de failles, il y avait des trous béants. Hein, c'était la fosse des Philippines, même à certains endroits. J'ai envie, et je suis optimiste, hein, c'est pour ça on est dans les coups de cœur là. J'ai envie de croire que cette année, ça va être une année de coaching pour les Eagles. Euh, j'ai l'impression que Doug Peterson, il a grandi en même temps que son équipe et que beaucoup de joueurs qu'il a, notamment Carson Wentz, tu vois, voire même Dallas Goedert, Zach Ertz, mais tout ça, je vais les laisser après à Loïc. Je pense que c'est l'année clé, c'est l'année décisive. Pourquoi? On l'avait dit dans différents podcasts, c'est cette année où, allez, au pire, l'année prochaine, pour être à nouveau champion NFL. Je pense que vraiment, il y a une fenêtre de tir qui est là. Il n'y a pas d'équipe ultra dominante pour le moment. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une dynastie qui va se révéler, peut-être du côté des Ravens, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait ou des Chiefs, évidemment, en dehors de ces 2 équipes-là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des équipes qui soient nées pour être dominatrices pendant des années comme l'ont été les Patriots. Et je pense que c'est le coaching staff qui va faire la différence. Je pense que Pederson a été très bon. Il était très à l'écoute de ses joueurs.
Il a été très souvent un coach de pari, c'est-à-dire qu'il a tenté beaucoup de quatrième. C'est quelqu'un qui a pris pas mal de risques. C'est son état d'esprit, c'est sa façon de faire. C'est aussi ce qui nous plaît à nous, hein, par moment. Il a fait des erreurs aussi, avec des choix qui nous paraissaient un peu incompréhensibles. Et j'ai envie de croire que ça va être l'année de révélation. Je vous dis pas qu'il va être coach of the year, c'est pas ce que je suis en train de vous dire comme pari, mais moi mon pari il est plus raisonné là-dessus, c'est que ça va être une très bonne année de coaching. Voilà, ça va être une année où tout va s'embriquer parce que je trouve qu'on a un personnel qui est là. Je trouve qu'il n'y aura pas d'excuse si ça le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire les garçons? C'est-à-dire que vraiment quand on regardera le roster définitif, il y a une putain de belle équipe du côté des Eagles cette année. Il y a très peu de points faibles. Il y a des postes où il y a des joueurs très brillants, points faibles. Il y a des lignes, il y a des zones qui sont un peu douteuses. On va dire ça comme ça. Je sais que Loïc va nous dire qu'il y a des zones qui sont complètement absentes et qui manqueront de talent, mais ça, je veux pas m'emballer sur ses craintes de tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que si tu compares à toutes les autres équipes NFL, il y a quand même un sacré personnel, il y a quand même beaucoup de talent, il y a quand même beaucoup de pro bowlers dans potentiel ou établis dans cette équipe, et que la clé de tout ça, c'est Doug Peterson et son coaching staff, et que j'ai envie de croire que, comme on dit beaucoup en musique, et comme je fais de la radio et je l'ai dit des nombreuses fois, même si ça veut tout dire et rien dire, c'est peut-être l'année de la maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai envie de croire au coaching de Doug Peterson cette année, d'autant plus qu'il y aura très peu de pré-saison, il y aura des camps rétrécis, et que bien connaître son équipe, bien connaître ses points forts, et ben je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, mon deuxième coup de cœur, c'est Doug Peterson et le fait qu'il soit capable de sublimer avec son coaching staff son équipe. Ah, vous l'attendiez pas celle-là, hein? Oh bah si, pourquoi pas. Ah si, moi j'ai hésité à l'ajouter, mais je pense que justement, dernièrement dans les médias, ils ont fait un ranking des coachs en NFL et enfin, moi ça m'a halluciné de voir que pour certains, Sean McVay était un meilleur head coach que Doug Peterson. Tu veux dire le petit Ouais, gars surfait de Los Angeles qui a volé sa place parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage avec les New Orleans Saints? Oh ouais. ouais, et dont l'attaque a marqué 3 points au Super Bowl, hein. Ouais. Ben, moi j'ai confiance en Pederson, mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu et ce que j'attends vraiment, c'est de comprendre comment est organisée l'attaque. Parce que là, on a quasiment 4 coordinateurs offensifs. Il y en a un pour la passe, un pour la coordination de la passe, un pour la course, un pour la coordination de la course. Et à un moment, je comprends plus qui fait quoi. Donc ça va C'est sûrement lui qui fait tout, va. non, mais T'embête ça va pas. sûrement se décompter pendant la saison, mais là, il y a un moment où juste il va falloir qu'il soit bien organisé, parce que parfois c'est bien aussi d'avoir des bons schémas de jeu. Bah, je pense Oui. excuse-moi, ils ont voulu revenir à un staff un peu comme 2017, qui était vraiment très fourni avec des gens Ouais, mais il vraiment y avait très Reich compétents. en coordinateur offensif. Ouais. C'est quand Et même... justement, pour revenir sur Peterson, moi je pense la chose dont il a souffert, c'est un très bon coach pendant les matchs. Et vraiment, le point qu'il doit améliorer avec ses coachs, c'est quand il prépare les 10-15 premières actions de chaque match, où complètement l'année dernière, on était une des plus mauvaises équipes offensives Ah, pour les plays débuter les matchs, hein. scriptés étaient terribles. On n'a pas marqué un point en premier carton. Enfin, ça, c'était un vrai problème. Et en C'est effet, vrai. je crois d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il a pris beaucoup de coordinateurs pour scripter un peu mieux les plays de début de match. Et avoir plus d'idées neuves, différentes, plus de motion, plus. Ah, c'est Ouais, sûr. parce que c'était un peu stéréotypé. Et du coup, en fait, même en playoff, Seattle savait les actions qui arrivaient. Donc, Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et vous parliez d'erreur d'arbitrage de Rams Saints. L'erreur d'arbitrage, elle est sur un cornerback qui s'appelle Nickel Robey-Coleman, qui maintenant est aux Eagles. Et Hmm. excellente transition, puisque c'est mon deuxième coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur, C'est Nickel bien bossé tout Robey-Coleman. ça, hein. C'est incroyable, hein. C'est un joueur, on n'en parle pas forcément, parce que les autres cornerbacks sont rarement les plus aimés, sauf certains comme Chris Harris Jr. qui ont toujours été reconnus, mais Nickel Robey-Coleman, bon là c'est vrai qu'on le connaît surtout pour un play où il fait une erreur, mais depuis 2016, c'est pour moi le meilleur slot cornerback de la ligue. Il est excellent. Par exemple, moi c'est vrai que je regarde souvent les notes des différents analystes et que ce soit PFF, que ce soit d'autres, il est dans le top 20 des cornerbacks depuis 3 ans à peu près sur tous les sites. Quand on regarde les matchs, c'est clairement le joueur moi que j'adore. Il en fait pas trop. Il cherche pas à prendre un risque énorme
pour faire l'interception qui va le montrer. Mais du coup, au lieu d'avoir un joueur qui a une interception mais qui derrière a concédé 3 réceptions sur 4 lancés et 60 yards, lui à chaque fois il a concédé 5 yards à une réception sur 5 lancés, à chaque fois. Alors oui, il fait 1 ou 2 interceptions par saison, pas plus, mais parce qu'il est tellement propre dans ses couvertures de passes que honnêtement, il n'a pas besoin d'être particulièrement flashy. C'est pas ce qu'on demande à un slot cornerback. Il bouche les trous, il voit très bien le jeu, il sait être agressif, il sait bien tacler et bien provoquer des fumbles quand il faut. Il est capable de jouer. On sait que on a une équipe qui traditionnellement aime bien des schémas de blitz où parfois un cornerback vient d'un côté ou de l'autre embêter le quarterback. Il sait très bien le faire. C'est vraiment, moi je vous le dis, il est pro bowler l'année prochaine. Voilà. Et au minimum pro bowler. Au minimum pro bowler. Sacré pari. Ah oui, moi je vous le dis, c'est... On se demande tous qui sera notre cornerback numéro 2, et c'est une très bonne question, mais en tout cas, on a un cornerback numéro 1 qui est incroyable, et un slot cornerback qui est le meilleur de la ligue. Voilà. Bah, ça change. Ah bah, déjà, si tu as ça, c'est déjà plus facile d'aider le cornerback numéro 2, deux. en lui mettant Avec le meilleur les safety, safety de couverture de passe qui viendra l'aider au cas où il est en difficulté. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, ce qui dessert Nickel Robbie Coleman, c'est sa taille. Donc beaucoup en NFL, ils aiment bien, voilà, tel joueur doit avoir telle mensuration, et s'il n'a pas ces mensurations-là, bah non, ça va On pas disait le ça faire, de Jason c'est un Kelsey. problème. On disait de Jason exactement. Kelsey qui était trop petit pour être centre. Bah excuse-moi, le mec Et il est pas assez triple puissant. All-Pro. Enfin, je veux pas paraître grivois, mais il n'y a pas que la taille qui compte, tu sais. Il y a aussi Ouais, la je sais, façon de se servir de son corps. Non, mais c'est pour expliquer peut-être le manque de reconnaissance Non, mais bien sûr. nationale de ce joueur. Non, mais c'est sûr, mais moi je vous dis, il va tout exploser. Les gens se rendent pas compte à quel point on a récupéré un incroyable joueur. Et, Pour un prix ridicule. en plus. pour 1,5 million. Enfin, Non, mais on a été, il faut le dire, il faut le souligner, entre ça, Darius Slay, certaines organisations, on a dégagé quelques joueurs. Ça n'a plus rien à voir avec l'an dernier où on l'a dit, répété à longueur de podcast, c'était le méga, ultra, giga, affreux point faible et où on savait qu'on allait se faire horreur en 4e ou 3e tentative. C'est quand même bien mieux sur le papier. Hein. Non, mais je pense que Robbie Coleman, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Il a testé le marché. Il a vu qu'il n'y avait pas forcément le contrat long terme qui pouvait l'intéresser. Ouais. Donc le mec, il se dit, ok, je vais aller aux Eagles où il y a tellement personne que je vais être propulsé titulaire. Tout le monde va me regarder, parce que tout le monde va regarder les cornerbacks. Si ça se passe bien, je décroche mon gros contrat derrière. Bien sûr. Il a été très intelligent, il a essayé il a construit son truc, tu vois, là où certains veulent tout de suite l'argent. Lui, il s'est dit, effectivement, je vais chercher le côté titulaire, des grosses stats, ils veulent me signer, ils vont payer, autrement j'irai ailleurs, des mecs qui paieront. C'est très malin. Mais je pense que c'est, surtout dans cette année un peu de transition où, en fait, il y a beaucoup d'équipes. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ont signé 1 an ? C'est aussi parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait des discussions du Global Agreement, donc la convention collective qui était en négociation. Et du coup, c'était une période d'incertitude. Les mecs ne savaient pas. Et si le cap censé exploser l'année prochaine, bon, on verra s'il n'y a pas de public et tout, avec les revenus de la NFL, on verra comment ça marche. Mais le fait est que les mecs se sont dit, je signe 1 an parce que le pactole c'est pour l'année prochaine. Un peu comme le plafond qu'avait eu la NBA en 2016, si je me rappelle bien. Où tous les mecs, enfin je suis désolé, il est français, mais où tous les mecs genre Nicolas Batum qui était moyen plus ont signé des 35 millions annuels pour faire des 12 points et 4 rebonds quoi. Mais bon, c'est... Non, il était très bon en équipe de France. Il a un peu plus de mal en NBA. Enfin, en tout cas, en ce moment, il a eu une belle carrière, mais là c'est plus difficile ces dernières années. Loïc, 2e point, tu restes en défense, et tu vas nous parler d'un defensive end, mais pas de Derek Barnett, qui aurait pu être le choix facile, mais de Josh Sweat. Ouais, là c'est plus un pari ou un... Ouais, un pari. Je pense que Josh Sweat sera un meilleur pass rusher que Derek Barnett en 2020. On a vu l'année dernière que Josh Sweat avait fait de très bons progrès, notamment contre la course, et que en moins de snaps, il avait eu plus de pression que Derek Barnett.
Concrètement, Derek Barnett est un joueur qui m'insupporte de plus en plus par son attitude sur le terrain, à faire des fautes stupides, à être indiscipliné, et au final à pas produire autant qu'on espérait d'un joueur qui a été sélectionné dans le top 15 de la draft. Donc, faut pas oublier que Brandon Graham a maintenant, je pense, 32 ou 33 ans, donc il y a besoin que les jeunes se développent. Et je pense que Josh Sweat peut justement profiter du talent à l'intérieur de la ligne pour lui, sur les extérieurs, récolter un peu le travail de Fletcher Cox, de Malik Jackson ou de Hargreaves. C'est un coup de cœur. J'espère vraiment qu'il va vraiment continuer à se développer. Après, si c'est Derek Barnett, bah, tant mieux aussi, hein, mais il faut vraiment qu'il y ait un jeune qui step up cette année, hein. Moi, je partage tes doutes sur Derek Barnett. Je trouve qu'il a... Il est moyen partout. Ce qui peut être utile, par exemple, en troisième... Enfin, en remplaçant de luxe, mais en titulaire, j'ai un peu de mal. C'est un mec qui est souvent trop agressif. Et quand au contraire, il faut faire le play, parfois, il se retrouve à être d'un coup beaucoup moins agressif que quand il s'agit de faire des fautes stupides. C'est un joueur qui a jamais montré une progression suffisante. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un talent, mais je suis pas sûr qu'il ait la mentalité, déjà. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir trouver un remplaçant. Ça sera en interne ou en externe, mais je crois Après, pas. faut pas oublier qu'il a que 23 ou 24 ans, Barnett, mais il a aussi eu des blessures. Mais ouais, pour lui, va falloir. Si cette année il performe pas, je vois pas comment tu peux lui donner 10 millions par an l'année prochaine. Non, mais s'il avait la mentalité, encore, je te dirais, bon, il a pas eu de chance, il a eu des blessures et tout, il va s'en mettre. Mais la vérité, c'est que il a pas eu non plus les blessures à Brandon Graham. Tout le monde n'est pas Brandon Graham et ne se révèle pas au bout de 4-5 ans. Les mecs lui ont fait confiance. Enfin, ils lui ont donné tout ce qu'il fallait pour réussir. Il réussit pas, quoi. Il y a un moment... Quand toutes les saisons, tu te retrouves avec des crissons qui sont censés être derrière toi, qui se retrouvent devant toi, et que tu commences numéro 2 et tu finis tout le temps numéro 3, numéro 4, c'est qu'il y a un moment, il y a un problème, quoi. C'est bien d'essayer, mais il y a un moment, je pense qu'il faut se dire que ça marche pas. T'en penses quoi, toi, Greg? Bon, je vais pas rajouter davantage, je suis assez d'accord avec vous, c'est dingue, on est totalement unanime là-dessus. Mais c'est- j'attends de voir cette année. Voilà. Mais je pense que ça va être. En fait, c'est dur de dire ça, mais dire qu'il joue sa carrière sur cette saison, c'est un peu violent comme phrase, mais Sa en tout carrière cas, aux Eagles, c'est sûr. voilà, sa carrière aux Eagles, c'est cette saison. Ouais, je suis Bah, d'accord c'est avec sûr, ça. il a une option l'année prochaine à 10 millions de dollars. Vu comment est le cap des Eagles l'année prochaine, Ah quand bah, tu soit payes tu un joueur performes, 10 soit tu millions de dégages, hein. dollars, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est Donc, sûr. que ça soit lui, Sweat ou un autre, de toute façon, il y a besoin, que ça soit pour la saison 2020 et pour le futur, il y a besoin qu'il y en ait un qui s'affirme comme un titulaire en Donc toi, NFL. tu mets Sweat, toi, t'es plutôt Josh Sweat. Moi, je mets plutôt Josh Sweat parce qu'il a des grosses qualités athlétiques et qu'il a vraiment montré des bonnes choses l'année dernière. Donc, je compte sur un développement plus poussé cette année. Eh ben, on le souhaite, Oh, c'est excellent, on le souhaite pour Josh Sweat, on aime l'humour. Bon, sur ce bon mot, ça fait 2 coups de cœur chacun. Ouais. Il nous en reste un. On va vous parler d'attaque, on va vous parler de défense, et Grégory, comme toujours, va vous surprendre. Ball's loose. It's Fletcher Cox who takes it in for an Eagles touchdown. C'est un double plaisir ce matin. Je vais pas vous cacher, j'avais beaucoup de choses à dire sur Miles Sanders, mais je vais laisser Loïc le faire parce que je sais qu'il l'aime aussi beaucoup, qu'il a prévu d'en parler. Mais vous le savez, c'est un de mes chouchous. J'ai même fait venir son casque dédicacé, mes enfants. Il est arrivé, hein. En petit, hein, le mini helmet Miles Sanders. Mais les running backs en NFL, c'est un petit peu à part. Non, je vais jouer la carte des J. Et j'étais obligé de jouer la carte des J. Je vais même pas jouer sur je vais jouer sur un des Jalen. Mais pas le Reagor. Ça vous étonne, je vais jouer sur Jalen Hurts. Vous avez entendu parler de bébé Jalen Hurts ou pas? Regardez Rookie sourire. of the Si year, vous ne voyez Ah, pas. mon Rookie Dieu. of the year. En fait, je vais juste faire très court sur Jalen Hurts parce que je suis obligé d'aller au bout vu que je l'ai défendu à la draft, vu que j'ai défendu le choix de draft de Howie. Je suis obligé d'en parler. Vous voyez, il faut que j'ai de la suite dans les idées, il faut que je sois cohérent. Pour quelques coups spécifiques en attaque, que ce soit du Wildcat ou d'autres choses comme ça, je pense qu'on va le voir. Il aura quelques petites opportunités.
et qu'on s'en amusera pendant l'année. Voilà, c'est juste pour le citer, voilà, c'est pour faire cette phrase-là que je vous dis ça. L'autre, vous ne le voyez pas venir, c'est Jack Elliott. Ouais, c'est Jack Elliott. Parce qu'on met jamais en avant les kickers, ou encore les punters. Malgré tout, c'est un poste, et franchement, quand on regarde les matchs, hyper déterminant en NFL. Je vous dis pas que ce sont des joueurs qui font basculer les parties comme ça sur un mouvement de bras. C'est juste qu'à la fin, quand tu as réussi à revenir et que tu dois mettre un field goal ou que tu le mets pas, combien de fois on a vu une partie qui basculait, et même des Super Bowls. Hein, on se rappelle des Giants ou tout ce que vous voulez, des Bills, ce qui vous voulez. Hein. Vinatieri qui a gagné Vinatieri. 2 Super Bowls comme ça. Tout ce que vous voulez. Mais à l'arrivée, c'est quand même ces mecs-là qui peuvent faire basculer des rencontres. Et moi, j'aime beaucoup Jack Elliott. Depuis son coup de pied contre les Giants, je suis limite à avoir son poster dans la chambre, de plus de 60 yards. C'est quelqu'un qui est très fiable, qui a plus de 84% de réussite, qui est à 100% en playoff. Il est fiable après, au-dessus de 40 yards. Hein. C'est ce que j'allais te dire. C'est que quand on regarde ses stats, c'est assez incroyable. C'est un mec qui est pas à l'aise entre 20 et 40 yards. C'est vraiment un truc où il est mal à l'aise. Et là où il est même le moins à l'aise, c'est dans les quand tu veux valider un field goal de touchdown. C'est un truc, il est capable d'en rater 5 ou 6 dans la saison. Et peut-être tu te retrouves avec 6 points alors que tu pourrais en avoir 7 et revenir si t'es mené 7-0. Non, voilà. Mais le 30-39, c'est son pire. Le 30 yards à 39 yards, c'est incroyable. J'ai les stats sous les yeux. Je me demande comment c'est possible. Je vais vous les donner comme ça sera clair. C'est quelqu'un qui a 74 sur 88, 19-19 entre 20 et 29, 30-39, 22 sur 26. Voilà, donc c'est ce que tu disais. Et 24 sur 28 entre 40 et 49. Mais derrière, on a des très belles stats à plus de 50, 75% de réussite. Il avait réussi une fois ce coup de pied contre les Giants. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la pression quand ça compte. Voilà. Et donc mon pari, je vais la faire assez courte, c'est qu'il va augmenter ses stats dans cette tranche 20-40 et qu'il ne ratera qu'un field goal dans la saison. Voilà, il vous fallait un petit pari. Moi, je pense qu'il ne ratera qu'un seul field goal dans la saison. Et tu que triches, c'est tu comptes pas les extra points. Et qui ne ratera et qui réussira plus de 3 field goals de 60 yards dans la saison. Oula, calme-toi. On lui fera confiance dans des dômes où du vent favorable, on lui donnera le les premier coups de pari, pied. c'était bon, mais là, le deuxième, là, faut que t'arrêtes. Hein. Las Vegas, hein, parce que là, si ça passe, c'est bon. Non, mais on l'a réveillé trop tôt. Grégory. Il nous l'a dit. 2, alors vous m'en accordez 2. Les deux. Le dimanche, il se réveille. Les gars, vous voulez un truc un peu surprenant? Je vous donne un truc surprenant. Il va améliorer ses stats en extra. Il va améliorer ses stats en extra point. Il n'y aura pas de mal. Il va ne rater qu'un seul field goal dans la saison. Et enfin, il va réussir. Allez, 2 field goals de plus de 60 yards dans la saison. Allez, on prend. 2 field goals de plus de 50 yards, je veux bien 60. N'hésitez pas à mettre 50 € sur ce pari-là et à taguer Grégory Hacher. Il faut tenter des trucs quand même, non? Franchement, sinon ça sert à quoi de faire des podcasts? Après, il faut quand même ajouter que l'année dernière, il avait loupé aucun coup de pied. Il a eu son extension fin novembre et là, il s'est mis à louper 2-3 coups de pied. Mais, il est quand même pas mal. Hein. Ouais, dès que ça compte, de toute façon, c'est automatique. C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. C'est-à-dire que tu mets le ballon, tu te dis j'ai besoin de gagner sur ce field goal, tu le mets, hein, Jack Elliott. Et franchement, il y en a certaines équipes qui l'an dernier, n'arrivaient même pas à mettre un seul field goal dans une partie. Hein. Ah, tu l'as pas vu venir celui-là, Victor. Ah, là, t'es scié. Hein. Autant Loïc pouvait s'y attendre parce que Loïc connaît le petit côté joueur, mais toi, là, t'es scié. Là, t'es scié. Là. Alors, je suis à moitié scié et à moitié avec ma fille qui fait des bêtises en plein milieu de notre podcast. Hein. Montre-lui une photo de Jalen Hurts. Vous l'avez vu sur Zoom, mais les autres, je vous dis en direct, j'ai eu un petit moment de déconnexion. Donc du coup, vous avez droit à un beau bruit de fond en même temps que je pars. Donc je vais passer tout de suite la parole à Loïc. Ton troisième coup de cœur, c'est Dallas Goedert, Miles Sanders, Jalen Reagor. Et oui, parce que je pense que ce trio peut devenir un très bon trio pour les années à venir. Donc Goedert, on a déjà vu, hein, il progresse chaque année. Miles Sanders, il a été énorme pour sa saison rookie. Reagor, on en attend beaucoup. Tu en attends beaucoup, c'est ton chouchou, c'est ton coup de cœur, assume-le, va jusqu'au bout. Oui, j'en attends beaucoup, mais tout le monde en attend beaucoup parce que quand tu prends un receveur au premier tour et que t'as pas de trade-up pour CeeDee Lamb qui est à Dallas, et que l'année dernière t'avais des receveurs, c'était une catastrophe, forcément on attend à ce que dès la première année, le gars il performe, il te fasse des touchdowns de 50 yards, il te change des matchs.
Alors qu'au final, c'est un peu beaucoup de pression pour un joueur alors que l'intersaison est réduite. On sait très bien que pour les rookies, il faut un peu de temps d'adaptation. euh, c'est un trio qui peut vraiment devenir énorme pour les années futures et grandir avec Wentz. C'est surtout ça le plus important. Et donc avoir un sacré trio de playmakers pour les années à venir. Parce qu'on parle un receveur, un tight end et un running back. Donc, ouais, je pense que ça peut devenir peut-être les équivalents de Sean Jackson, de Sean McCoy et Brent Selleck ou Jeremy McLean, même si c'était pas forcément le même poste. Vraiment un trio sur lequel on peut compter 5, 6, 7 ans. C'est beau. Moi, j'ai envie d'y croire aussi, Loïc, hein. J'ai envie d'y croire à ça parce que il y a du talent, quoi. Ça remontera un peu dans l'estime tes drafts de Howie Roseman. Ouais, il y a du talent et puis il y a surtout eu beaucoup d'investissement quand même, parce qu'on n'oublie pas que Miles Sanders et Dallas Goedert ont été draftés au deuxième tour et que, comme on l'a dit, Jalen Reagor a été drafté au premier tour. Donc ce sont des joueurs qui doivent performer. Parce que s'ils ne performent pas, bah forcément, c'est plus compliqué de trouver des joueurs qui vont performer à très haut niveau dans les tours d'après, hein. Hmm. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est clairement un trio qui va devoir step up, notamment Dallas Goedert, parce que Loïc, comme moi, on est dans l'optique de dire que c'est certainement la dernière année de Zach Ertz sous maillot de Eagles. Donc, il y a un moment, il va falloir Pour un moi, en remplaçant. fait, j'ai failli mettre ça comme point. Pour moi, Dallas Goedert, en fait, cette saison, il doit faire penser aux dirigeants dans leur tête. À la fin de la saison, on prolonge Goedert et on essaie de trader Ertz pour la meilleure compensation possible parce que financièrement, ça va être trop compliqué de prolonger les deux. Je peux pas écouter ça. Je refuse de pouvoir écouter ça. Ça me fait trop mal au cœur. Là, vous me brisez le cœur. Non, mais bien sûr, Zach Ertz est un joueur mythique des Eagles, mais à un moment donné, il faut que tu penses, faut savoir. En fait, les bonnes équipes, les très bonnes équipes, doivent savoir quand se séparer d'un joueur malgré l'affect. Tu me fends le cœur, Loïc. Tu me fends C'est le terrible cœur. ce qui vient de sortir. Ce qui est Non, moi terrible, je c'est suis qu'il a d'accord avec raison. lui, je suis d'accord avec lui. Bien sûr. Mais bon, parfois il faut savoir dire au revoir. Faut savoir se quitter avec intelligence. Moi, mon troisième point, je vais faire vite, parce qu'on en a déjà parlé. C'est Malik Jackson. Alors pourquoi je reparle de Malik Jackson? Parce que Loïc nous a dit qu'on avait le meilleur trio de defensive tackle de la ligue. Moi, je pense qu'avec un Derek Barnett plutôt compliqué et un Josh Sweat, on souhaite qu'il progresse, mais ça reste hypothétique. Moi, je pense que Mike Jackson va revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire qu'il va redevenir defensive end majoritairement, comme il l'était avant 2015 au Denver Broncos. Et du coup, moi, je vous l'ai dit, il va battre son record personnel, qui est de 8 sacs en une saison. Et il va être le comeback player of the year de la NFL. Ah ouais. Bon, en vrai, je sais que c'est faux parce qu'il ne donne qu'à des quarterbacks, mais dans l'idée, moi, je pense que ça va être un retour. On ne se rend pas compte de ce qu'on a loupé en ayant Mike Jackson blessé des premiers matchs de la saison dernière. Ça va être un retour, mais un beau retour. J'y crois énormément. Et je pense qu'on va avoir des belles surprises avec Mike Jackson. Là encore, hein, et je sais que Loïc va un peu en parler dans la façon dont il va nous parler de sa crainte, mais là encore, on parle d'un joueur qui va avoir 30 ans, qui sort de blessure, donc c'est sûr qu'un trentenaire qui sort de blessure, c'est compliqué, mais moi j'y crois. C'est sa première blessure sérieuse en plus en NFL, puisque je pense qu'il n'avait pas loupé de match avant d'arriver aux Eagles. Donc, faut voir comment... Non, il avait pas loupé de match depuis sa saison rookie, donc depuis 2012. Et forcément, il est arrivé aux Eagles, il est blessé premier match. Voilà. Merci, welcome to Philadelphia. Hein. Ça, c'est la spéciale de chez nous. C'est d'un coup, quand tu arrives à Philadelphie, tu te découvres en 3 minutes que tu as un talon d'Achille fragile, un ligament pété, une épaule disloquée. Ça, c'est la spéciale. Hein. Ouais, après, pour ajouter sur Malik Jackson, c'est surtout que au vu de son contrat, faut qu'il performe cette année. Parce que l'année prochaine, vu que tu peux pas trop faire d'économies sur son contrat, vaut mieux que tu veuilles le garder parce qu'il performe. Hmm. On va croiser les doigts pour qu'il soit au niveau, lui, Cox et Graves.
Eh ben, très bien, ça conclut nos coups de cœur, quand même beaucoup d'optimisme. Ouais. On va rajouter un petit peu de pessimisme, mais là par contre on va en faire un chacun. Déjà parce qu'on a dit qu'on essayait de faire court, qu'on est déjà un peu long, et qu'en Ah bah on a plus... déjà dépassé nos 3 quarts d'heure. Ouais. Ouais, mais on va te le Donc, faire en 2 minutes chacun, regarde. tu vois Et, comment- le but, c'est quand même d'être assez positif. On a suffisamment de mauvaises nouvelles en ce moment dans le contexte pour rester positif. Mais voilà, on vous a donné au coup de cœur et on va vous donner notre crainte pour la saison à venir. Notre crainte. Du coup, qui commence ? Je Allez, j'y voudrais vais. bien faire une veux faire en transition pour premier Greg, mais Vas-y. du coup, je te laisse à faire tout seul. Hein. Bah non, mais t'inquiète pas. C'est quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé. J'ai failli, pour être tout à fait honnête, j'ai failli le mettre dans le côté positif et auquel je crois en mode coup de cœur, à la place de Jack Elliott et de Jalen Hurts. Mais j'ai été réaliste et pas pessimiste. Et donc, je vais mettre le non-développement de J.J. Arcega-Whiteside dans notre partie coup de griffe et non-développement, non-réussite et ratage de la saison à venir. J'ai été comme tout le monde, comme vous deux, comme tous les fans des Eagles, incroyablement déçu par sa saison de rookie. Tout à l'heure, Loïc parlait d'investissement avec ces drafts du premier et du second tour où il a raison. Il faut que ces mecs-là soient tes futurs tauliers, quoi. Voilà, ça marche comme ça hein, en NFL. Hein. Il faut, à partir du moment où tu leur donnes des millions et tu utilises des tours de draft sur ces mecs-là, il faut que ces gars-là soient des impact players quasi immédiatement. Alors, à la nuance près que des receveurs sont pas toujours NFL ready. À la nuance près qu'il y a des exemples, des contre-exemples qui montrent que des mecs se révèlent dans leur deuxième, voire troisième saison NFL. Sauf que, comme je le disais, c'est l'année ou jamais pour aller chercher un titre, ou l'année prochaine, donc c'est maintenant en fait. On n'aura pas le temps de patienter trop longtemps. J'ai été très déçu par ce qu'il a fait en fin de saison dernière quand on lui a donné la possibilité de jouer et d'avoir des responsabilités, de capter des ballons et de nous emmener plus loin. C'est Greg Ward qui l'a surpassé. C'est quand même complètement dingue quand on y repense, quand on prend le temps d'analyse. Et j'ai cherché vraiment, je suis sûr, hier soir, je me suis creusé la tête, j'ai revu quelques images, j'ai regardé des stats, j'ai essayé d'être optimiste et de le basculer de l'autre côté, puis j'ai pas réussi. Et donc, j'espère me tromper fortement et qu'en fin de saison, on me dirait, bah alors, Arcega Whiteside, tu nous as dit que ce serait ta déception au début d'année, t'as vu, il réussit sa grande saison. J'adorerais prendre cette bâche-là dans la tête, mais j'y crois pas. Voilà. Bah là en fait ce qui est terrible pour lui c'est que l'une des intersaisons les plus importantes pour un receveur en NFL c'est entre la première et la deuxième année. Et que là bah vu les conditions cette intersaison là va être très amputée. Donc c'est sûr que ouais, les faits sont un peu contre lui. Après on a entendu ces dernières semaines qu'il aurait été blessé en fin de saison dernière, qu'il y avait des matins il n'arrivait même pas à se lever. C'est Il avait emmerdant, mal hein, au genou. pour un gamin de cet Ah âge. bah, si c'était vraiment le cas, ça pourrait expliquer un certain nombre de choses, en tout cas. Non, mais tellement de zones d'ombre. Le coaching qui explique qu'il doit être remplaçant de Jeffrey, qu'ils vont pas lui apprendre de position, puis finalement ils lui apprennent toutes les positions, il est capable de tout jouer, sauf qu'il joue rien. Enfin, très compliqué. Moi, je suis un peu pareil. J'avais hésité à le mettre en point négatif. Il vient de Stanford, donc il est quand même censé être un minimum NFL ready. Il l'est pas du tout. J'ai regardé des tapes là, de la première année. Il n'y a rien qui va. Enfin, je veux dire, je suis pas un expert, hein, loin de là, surtout des receveurs. Mais tu vois, c'est tracé, il n'y a rien, quoi. C'est pas incisif. Les mouvements, ils sont lents. Enfin, c'est Bah, pas... il était encore plus lent que Jeffrey, quoi. Non, mais c'est pas Deshaun Jackson, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, enfin, à Stanford, il imposait son corps. Il avait quand même une science du placement, etc. Tu la retrouves pas du tout en NFL. Donc, peut-être qu'il a été bouffé par la pression et que ça va aller mieux. Mais j'y crois moyen. Hein. Bon, on espère se tromper en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, puisque tu évoques J.J. Arcega-Whiteside, on peut dire de façon générale, même si c'est pas mon point, mais pour généraliser un peu le point de Greg, c'est que de toute façon, le développement des jeunes joueurs cette année va être plus compliqué que les années précédentes, Non, mais c'est sûr. malheureusement. C'est sûr. Mais pour tous, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour toutes les franchises. Ah oui, c'est tout le monde est dans le même bateau là, de toute façon. Et en NFCS, on aura peut-être un peu moins de soucis, nous les Eagles, parce qu'on est la seule équipe qui ne change pas de coach. Parce que les autres, en plus, ils vont avoir un nouveau système à apprendre. Et en plus, ils sont nuls. Apprendre un nouveau système.
Ouais, en plus, à Washington, ils sont plus occupés à changer de nom Ouais, qu'à autre chose. Hein. bah attends. Bientôt chez vous, les Washington. Comment Washington Bullets. Ah bah non, ils avaient changé aussi. Ils avaient changé Bullets parce que ça posait problème. C'est marrant, comme à Washington, ils choisissent toujours des noms problématiques. La Alors, Capitol, au moins, ça a l'avantage d'être simple et efficace. ouais, mais Capitol, c'est Nationals, ça existe Ouais, déjà. c'est pour Donc, ça. Je sais bien, non, mais c'est pour ça que je te dis celui-là ne changera pas. ouais, Je te ouais, dis. ouais. Oui, non, mais les noms sont plutôt bien choisis dans les autres sports, mais je sais pas. Je sais Et pas. vous, c'est quoi les craintes? C'est quoi le coup de griffe? Ben moi, ma crainte, en fait, et je vais être un peu très court parce qu'en fait, elle rejoint Loïc. Sauf que Loïc, c'est plus global et moi, c'est plus ciblé. C'est la ligne offensive. Alors tout le monde va me dire, mais t'es fou. La ligne Mais offensive, t'es fou? ça fait 10 ans que c'est notre point fort. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde notre ligne offensive, donc Dillard, c'est une énigme. Semalo, c'est pas un mauvais joueur, mais il a quand même un plafond, hein, on va pas se mentir. Ouais, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont durs avec ce Malo. C'est un bon garde. Ouais, bon, il a un plafond très bas. En tout cas, il progresse chaque année. Hein. Oui, certes, mais encore heureux. Mais... Et le problème, c'est qu'on s'est habitué avec Jason Peters à avoir des mecs qui sont bons jusqu'à 36-37 ans. Il y a un moment, Kelsey, Johnson, ben, ils arrivent quand même à un âge où on peut commencer à se dire, espérons qu'ils ne se retrouvent pas essoufflés et à commencer à perdre du niveau. En plus, on a Brandon Brooks, on en a parlé dans le podcast, le dernier podcast, qui s'est blessé. Donc Brandon Brooks, là, on ne sait même pas qui va être guard, ça va être Driscoll, ça va être Pryor, on verra, mais ça va être... donc il y a au moins 2 points d'interrogation. Ça fait très longtemps aux Eagles qu'on n'a pas commencé une saison avec 2 points d'interrogation sur la ligne offensive. 2 joueurs qui sont à un âge où un déclin est possible, je ne le souhaite pas, mais un déclin est possible. Et ce Malo, qui on va dire est un bon starter. Voilà, pour faire plaisir à Loïc. Donc voilà, je pense que la ligne offensive, ça va être un vrai tournant. Et finalement, je vais faire réagir Greg après que Loïc ait parlé, parce que Loïc, toi, c'est plus global, mais ça rejoint un peu ça. C'est le côté, la peur de la fin de cycle. La fin de cycle, ouais, puisque les joueurs cadres, c'est Hertz, c'est Lane Johnson, c'est Kelsey, c'est Fletcher Cox, c'est Brandon Graham, c'était Michael Jenkins, c'était des joueurs qui vieillissaient. Moi, pour revenir en fait à Doug Peterson, moi je trouve qu'il a réussi à overachieve ces dernières années. Même ces 3 dernières années, parce qu'avec le nombre de blessures qu'il y a eu, avec le manque de réussite sur les draft picks pour le moment sur la période, je pense qu'à un moment donné, j'ai peur que le fait que Doug Peterson soit un très bon meneur d'hommes, je pense qu'il peut se passer qu'une année, le message ne passe plus suffisamment, qu'il y ait une baisse de trop de niveau chez trop de joueurs, et que du coup, le cycle, il arrive à sa fin, il faut renouveler les joueurs en masse. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce roster, c'est il n'y a pas assez de cadres jeunes. 30 ans, c'est jeune dans la vie, bien sûr, mais en football américain, on a besoin d'avoir des cadres de 23, 24, 25 ans. Et je trouve que ça manque. Je te trouve dur, hein, quand ton quarterback est dans cette tranche d'âge ou juste au-dessus, c'est quand même pas négligeable quand on a tout numéro 1 et est un mec de 26 ou 27, je sais plus, Carson Wentz. Ouais, mais C'est pas combien de quarterbacks, Oui, combien de quarterbacks justement n'ont pas performé loin en playoff parce qu'ils avaient plus personne autour. Ouais. Une question Comme de le dit timing Victor, aussi. tu regardes la ligne offensive, Lane Johnson, certes, il n'a entre guillemets que 30 ans, mais on sait très bien qu'à la prochaine suspension, bye-bye, il prend 2 ans. Il y a aussi ce risque-là. Ouais, lui, il a le risque de Et, suspension qui est une épée de et- Damoclès. Ouais. Ouais. Vous Et pouvez quand on regarde, réexpliquer pourquoi pour ceux qui nous écoutent très il rapidement? a déjà été suspendu 2 fois en NFL pour avoir pris. C'était des. Des produits, Dopant. après Ouais, on n'est pas dans le détail, mais des produits qui améliorent la performance. Il Ouais. avait pris 4 matchs et le problème c'est que la prochaine suspension. Oui. C'est même pas ça, Victor. Il a pris 4 matchs et il a repris 10 matchs puisqu'il a eu 2 suspensions. Ah oui, c'est vrai qu'il a Et pris les donc 10 la matchs prochaine, derrière. C'est 2 ans la, la prochaine. Ouais, la prochaine c'est suspension, 2 ans. c'est minimum 2 ans. Ouais. Donc, Donc
c'est Et moche. sachant qu'une suspension peut arriver parce que tu prends un produit pour raison médicale valable, mais tu regardes pas les composants, et Ouais, et dedans il t'as y a pas un demandé composant interdit, l'autorisation, et etc. au revoir. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette composante-là. Donc ça, après quand on regarde la ligne défensive, bah Fletcher Cox, pareil, il va approcher les 30 ans, Malik Jackson a les 30 ans, Brandon Graham a plus de 30 ans. Donc là, Javon Hargrave, c'est bien, il a 27 ans. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur les defensive ends. On n'a pas de joueur taulier qui a 24, 25 ans. Et c'est un peu le cas dans tout le roster en fait. Ça manque de taulier. Il y a Wentz qui a 27 ans, très bien. Mais Wentz a besoin d'être entouré. Donc c'est pour ça que moi j'ai mentionné Goddard, Sanders. Il peut déjà avoir des playmakers, c'est très bien. Mais ouais, la peur c'est ça. C'est un peu la fin de cycle avec les cadres actuels. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Non, moi Parce non que plus, je l'ai c'est très dit au bien. niveau de la ligne, je suis d'accord, c'est le principal risque. Et quand tu disais que les équipes avaient overachieved, c'est vrai que, enfin pour ceux qui éventuellement parlent pas anglais, qui en gros ont été plus performants que ce qu'ils ne sont réellement, on va appeler ça le syndrome Jalen Mills. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui ont fait une meilleure saison en 2018-2019 que celle qu'ils ont faite en 2017. Non, mais Globalement, après, il y a eu tellement de blessés, hein. Enfin, il y a eu des études comme quoi une année les Eagles ont fait les playoffs, alors qu'en termes de matchs perdus par titulaire, ils étaient 31e, tellement ouais, c'était une il y a boucherie, hein. que les Chargers de je sais plus quelle année, parce que Philip Rivers, il en a eu des 2018, je années pense. aussi. Il y a que des Chargers de je sais plus quelle année qui avaient fait encore pire, mais oui. Mais ça pour retourner ce que vient de dire Loïc, on peut aussi le voir, Loïc, dans l'autre sens. C'est-à-dire que finalement, tu te dis que si la roue tourne et que tu as moins de blessures, je n'ai pas dit pas de Mhm. blessures, mais moins de blessures, bah, tu as un boulevard devant toi. Tu vois, si on veut finir optimiste, Ouais, mais c'est bien sûr optimiste. on a un coach qui est un motivateur, enfin c'est ce que disait Loïc, c'est vraiment un mec, il va mobiliser les troupes, et ça Hmm. c'est bien, mais jusqu'au jour où ça passera plus forcément. Mais Mais surtout, c'est avec des joueurs qui sont là depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans. Au bout d'un moment, tu sais très ouais, bien ils que le connaissent le message, discours, il et passe plus en fait. mais de Mais toute façon, moi, je crois que ces mecs-là peuvent se mettre. Pardon hein, d'être optimiste, hein, mais moi, je crois que ces mecs-là peuvent se mettre en mission en se disant il nous reste 1 ou 2 ans. Coach, pas coach, enfin, discours passe ou passe pas, il faut qu'on aille chercher un deuxième ben, Super Bowl. l'avantage c'est que pour le coup, Peterson peut vraiment se reposer sur des mecs qui ont pas des égos surdimensionnés et qui sont des guerriers de type Cassie, quoi. Ouais. Le mec, Cassie, il va taper celui qu'il faut taper dans le vestiaire. Il a jamais eu un ego surdimensionné. Il a jamais fait parler pour des mauvaises raisons. Par contre, quand il faut motiver un vestiaire, il prend une double vodka et puis après, il va motiver le vestiaire à lui tout seul, hein. C'est sûr que d'avoir des relais comme ça, c'est important. Bon, Ouais. bah Très bien, voilà, voilà. Juste un Oui. dernier point. Dis-nous. Ce qui peut aussi aider à éviter cette fin de cycle, c'est le fait que Wentz devienne un plus grand leader dans le vestiaire. Ouais, Et c'est une si je mentionne opportunité, ça, hein. c'est parce que justement, avec la mort de George Floyd, on l'a vu faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, c'est qu'il a pris la parole sur ces sujets-là. Mm. Que ses coéquipiers ont été les premiers à dire qu'ils étaient vraiment très impliqués dans les réunions, dans les discours. Donc c'est vraiment très important ça, que Doug Pederson soit pas que le seul leader en fait, qu'il y ait vraiment d'autres leaders. Et le Ouais. fait que Wentz en devienne un plus grand pour l'équipe, c'est très important. Oui, je pense que globalement le discours le discours de Carson Wentz a plu parce que le mec il a dit voilà, moi je suis un mec du Dakota blanc, je vais pas faire semblant de savoir ce que vous ressentez quand vous êtes né noir en Alabama ou autre, mais il est à l'écoute et en effet ça se passe bien, ça se passe très bien et je pense que ça va aider dans le vestiaire, c'est sûr. Donc voilà. Alors, on va donner les coulisses. Apparemment, Grégory a eu un léger problème de connexion vu que nous l'avons perdu là. Nous étions à la fin du podcast, donc nous allons vous dire au revoir, mais uniquement à deux. Exactement. Et puis on va essayer de refaire des podcasts toutes les 2-3 semaines. Voilà, pour toujours vous accompagner pendant cette intersaison.
Et Ouais. puis, je vous En rappelle... espérant qu'on puisse entrer réellement dans le vif du sujet pour la saison à C'est venir. ça, on espère que la saison à venir sera belle et sera réelle. Merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, EaglesFR pour Loïc et j'ai envie de dire globalement parce que c'est là où on poste quand on a des nouveaux épisodes ou des actualités. Victor Roulier et Grégory Hacher sur Twitter. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir tout le monde. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the